Parmi les planètes du système solaire, il en existe une qui se distingue particulièrement des autres corps célestes familiers. Il s'agit de Saturne, le géant gazeux entouré d'anneaux, dont les anneaux rocheux sont visibles même depuis la Terre. Bien que la distance entre elle et le géant brumeux soit de 1,2 milliard de kilomètres Savo, Hubble, abonnez-vous. La planète géante étonne non seulement par ses anneaux. Malgré ses dimensions colossales, sa densité est inférieure à celle de l'eau, ce qui permet aux scientifiques de spéculer avec un exemple coloré illustrant Saturne flottant dans une piscine titanesque. À l'un des pôles de cet astre fait rage un étrange ouragan en forme de polygone dont l'origine et la forme susciteront de nombreux débats. Tout cela, et bien plus encore, nécessitait depuis longtemps une étude plus approfondie. Par conséquent, en 1997, une expédition a été organisée dont les résultats ont ensuite permis de lever le voile sur de nombreux mystères de cette planète lointaine. La station interplanétaire automatique Cassini, avec la sonde Huygens à son bord, n'est arrivée à destination qu'en 2004. L'appareil était littéralement bourré d'équipements de recherche scientifique. Parmi d'autres équipements, Cassini a été doté de plusieurs types de spectromètres, d'une caméra magnétosphérique, d'un magnétomètre et de radars. De plus, l'appareil était équipé de plusieurs types d'ordinateurs et d'un générateur thermoélectrique nucléaire, car l'éloignement important de la planète par rapport au Soleil ne permettait pas à la sonde d'utiliser la lumière de l'étoile comme source d'énergie. Comment s'est passé le vol de Cassini ? Étape par étape. Au début, il a pris de la vitesse grâce à Vénus et il l'a fait 2 fois, en 1998 et en 1999. Ensuite, la sonde est passée près de la Terre à une vitesse de 19 km par seconde et a quitté les régions proches, se dirigeant vers Jupiter et Saturne. Une fois arrivé sur place, Cassini est devenu le premier satellite artificiel de la planète et la mission a duré 20 longues années se terminant en septembre 2017. Qu'est-ce que l'appareil a vu et a pu transmettre pendant tout ce temps ? C'est étonnant, mais ni en 1982 lors du début des travaux, ni lors de son lancement depuis Cap Canaveral. En 1997, ni même après la transformation de Cassini en satellite, en 2004 personne ne se doutait que la mission durerait aussi longtemps. Au départ, il était prévu que la sonde reste près de Saturne jusqu'en 2008, mais la sonde a dépassé toutes les attentes les plus audacieuses. D'ailleurs, la décision de mettre fin au projet a été prise uniquement à cause d'un banal manque de carburant. Pratiquement tout ce que nous savons actuellement sur la planète, nous le devons à Cassini. L'appareil a d'abord confirmé un postulat de la théorie générale de la relativité. Les résultats consistaient en un retard du signal et un décalage de fréquence pendant la période où la sonde se trouvait de l'autre côté du Soleil. Quels autres détails intéressants la légendaire sonde interplanétaire a-t-elle examiné ? Des rayons dans les anneaux ? Ce phénomène a été signalé pour la première fois par la sonde Voyager. Cassini a ensuite entièrement confirmé l'information. Les rayons ressemblent à des bandes fantomatiques perpendiculaires aux couches des anneaux. Selon les lois de la mécanique céleste, des formations composées de minuscules particules de poussière devraient se désintégrer rapidement, mais les rayons existent toujours. Il est possible qu'ils soient liés au puissant champ magnétique de la planète. On a l'impression que l'apparition de ces bandes transversales est provoquée par un certain objet massif situé sur la planète. Mais il ne peut pas y avoir de montagne sur Saturne, car cet astre ne possède pas de surface solide. Par conséquent, la question reste ouverte. Tempête sur le géant. Le phénomène suivant, étudié de près, est une tempête infernale qui fait rage au pôle nord de Saturne. L'apparition d'un gigantesque hexagone régulier d'un diamètre de 25 000 km ne s'explique par rien. L'appareil a transmis à la Terre des informations sur les caractéristiques de la tempête. Il s'enfonce dans la planète à 100 km de profondeur et les vents ici soufflent à des vitesses allant jusqu'à 1500 km/h. L'intérêt pour cette structure s'est intensifié après que Cassini en a transmis une image, bien qu'auparavant cet ouragan inhabituel ait également été remarqué par Voyager. Les équipements de la fin du XXe siècle n'ont pas permis de montrer les tourbillons avec une résolution suffisante. C'est pourquoi il n'a été possible de l'observer pleinement que maintenant. Il est remarquable que les parois de la tempête soient parfaitement droites. En 2013, une image encore plus nette de la structure stable qui fait rage au pôle de Saturne a été obtenue.
La photo a été prise à une distance de 2,2 millions de kilomètres. Les nuances de la rotation. Avant l'arrivée de Cassini en orbite autour de Saturne, la durée du jour sur la planète n'était connue qu'approximativement. Mais la sonde automatique a tout découvert avec précision. Nous savons maintenant qu'une journée saturnienne dure 10 heures, 45 minutes et 45 secondes. C'est 6 minutes de plus que ce que l'on pensait auparavant. Des aurores polaires épiques, des phénomènes d'une telle ampleur ont été observés pour la première fois dans le système solaire. Les aurores polaires entourent les pôles de la gigantesque planète et forment des ovales éblouissants et continus. Cassini a également découvert un fait remarquable. Plus la pression du vent solaire est élevée, plus les anneaux néons sont nets. Les éclairs saturniens. Outre les aurores polaires, l'appareil a enregistré sur Saturne des décharges de foudre très puissantes. Elles ont été observées particulièrement fréquemment pendant les tempêtes, car en plus de l'hexagone, des ouragans apparaissent partout dans l'atmosphère agitée du géant. L'un d'eux, par exemple, ressemble de loin à un filet de fumée de cigarette. L'appareil a également détecté près de l'équateur de Saturne une tempête de courte durée à l'échelle planétaire, un tourbillon d'un diamètre de 5000 km. Myriade de calendriers, l'une des nombreuses missions de Cassini, était d'étudier les mystérieux anneaux autour de la taille de la planète qui intriguent les scientifiques depuis l'époque de Galilée. Il a été définitivement établi que les anneaux de Saturne sont une symbiose de plusieurs formations hétérogènes composées de particules de glace, de roches et de poussière. À ce jour, les photos des anneaux de Saturne fournies par Cassini sous différents angles sont les plus détaillées qui existent. Voici une image montrant la structure des anneaux prise à une distance de 1,8 million de kilomètres. On y remarque une hétérogénéité des couleurs et des différences de densité. Et sur cette image, on distingue clairement le caractère ondulatoire des anneaux de Saturne. Bien sûr, les informations présentées n'expliquent pas entièrement la nature du phénomène, mais elles éclairent l'apparence et la composition des formations annulaires. La mission a aussi permis une découverte intéressante. Cassini a découvert un autre anneau situé le plus loin de la planète. L'anneau de Phoebé, d'un diamètre d'environ 13 millions de kilomètres, a été découvert par la sonde en 2009. Saturne est une planète qui recèle de nombreux mystères. Mais grâce à Cassini, beaucoup d'entre eux ont été partiellement élucidés. Un tel engin orbital a observé la planète le 2 janvier 2010 à l'aide d'une caméra à angle étroit depuis une distance de 2,8 millions de kilomètres. Au moment de la prise de vue, la sonde avait encore environ 7 ans à vivre. La fin de la sonde interplanétaire était prévue, même si elle aurait pu disparaître dès le début en traversant les anneaux de la planète géante. Depuis la Terre, il semble lisse, mais en réalité, si un seul fragment de la taille d'une maison avait percuté Cassini, qui filait à 110 km à l'heure, la mission d'une valeur de 3,4 milliards de dollars se serait terminée à la même seconde. Heureusement, la sonde était destinée à rester en orbite comme satellite artificiel bien plus longtemps. Le grand final a eu lieu en 2017. Avant de sombrer à jamais dans l'atmosphère mortelle de Saturne, Cassini a traversé 22 fois l'espace entre l'anneau intérieur et la planète, ce qui a permis d'obtenir des images uniques. Quelle a été la dernière photo prise par la sonde kamikaze infatigable? Qu'a vu Cassini avant de plonger dans l'abîme? Jusqu'à la perte totale du signal survenue le 15 septembre 2017 à 14h55, l'appareil a capturé ceci. Ainsi s'est achevée l'une des missions les plus marquantes de l'histoire de l'astronautique. Mais nous espérons que ce n'est pas la dernière, car le point final n'a pas encore été mis. L'univers observable occupe une étendue d'environ 90 milliards d'années-lumière. On peut supposer que la partie de l'univers que nous ne pouvons pas observer est bien plus vaste. L'univers est si vaste que l'esprit humain est tout simplement incapable de le concevoir, du moins pour l'instant. Cependant, selon certaines théories, il se pourrait que l'univers soit bien plus petit qu'il n'y paraît. Comment cela est-il possible? Bienvenue sur la chaîne Hubble. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous guider sur le pont qui relie le macrocosme et le microcosme.
Selon les données actuelles, la partie de l'univers qui reste pour l'instant inobservable pourrait avoir un diamètre d'environ 20 000 milliards d'années-lumière. Imaginez-vous cela. D'après les données dont nous disposons, on peut supposer que la majeure partie de l'espace cosmique doit être vide, car la quantité de matière dans la partie de l'univers que nous avons étudiée est relativement faible. En regardant dans l'espace, nous verrons d'immenses étendues glacées et incommensurables de vide. Mais si l'univers tenait dans un seul atome? Cela semble absurde, ne soyez pas trop prompt à être sceptique. Cette théorie, qui ressemble plus à de la science-fiction philosophique, n'est peut-être pas si incroyable que ça. Mais pour commencer, rappelez-vous ce que vous savez sur la matière. Toute matière est composée de minuscules particules appelées atomes. Ces petites particules constituent la base sur laquelle repose l'univers tel que nous le connaissons. Les atomes sont si petits que même avec les dispositifs optiques les plus puissants, nous ne pouvons pas vraiment les voir. Fait intéressant, en réalité, nous ne pouvons même pas savoir avec certitude à quoi ressemble exactement un atome. Il ne nous reste qu'à le supposer en nous basant sur des théories scientifiques. Bien que nous ne puissions pas voir les atomes de nos propres yeux, il est considéré comme prouvé que les atomes eux-mêmes sont constitués de particules subatomiques encore plus petites, telles que les neutrons, les protons, les électrons et les quarks. De nos jours, il est déjà bien établi que les atomes sont si nombreux et si petits que le corps d'un adulte moyen est composé d'environ 7 quadrilliards d'atomes. Rappelons que ce chiffre peut être représenté comme un 7 suivi de 27 zéros. Imaginez seulement ce nombre. Mais l'atome, à son tour, possède aussi sa propre structure complexe, et c'est précisément cela qui permet de réfléchir à l'incroyable théorie du micro-univers. À quoi ressemble un atome, pour ainsi dire, de l'intérieur? Vous vous souvenez sûrement de vos cours de chimie à l'école. Un atome est composé d'un noyau formé de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Ce modèle, proposé par Ernest Rutherford en 1911, a été appelé le modèle planétaire de l'atome. En effet, l'analogie s'impose d'elle-même, car le mouvement des électrons autour du noyau ressemble beaucoup à celui des planètes autour du Soleil. Ce modèle n'a jamais été réfuté et reste confirmé par des recherches modernes, précisant que le mouvement des électrons doit être décrit par la mécanique quantique non classique. Autrement dit, la plus petite particule, qui est à la base de la matière, aurait une structure similaire, ni plus ni moins, à celle du système solaire. Cela pourrait-il être une simple coïncidence due aux lois de la physique, ou bien cette ressemblance cache-t-elle quelque chose de plus, quelque chose de bien plus fantastique? Revenons à cette question plus tard, mais pour l'instant, essayez de répondre à celle-ci. Combien d'électrons y a-t-il dans notre univers? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Même l'ordinateur le plus puissant ne pourrait traiter un tel nombre. Encore moins le cerveau humain. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il n'y a qu'un seul électron? C'est précisément une telle hypothèse, appelée la théorie de l'univers à un seul électron, qui a été avancée par le physicien américain Richard Feynman, et cela ressemble à de la pure fantaisie, de la science-fiction. Selon cette théorie, il n'existe dans le monde qu'un seul électron qui se déplace dans l'espace et dans le temps si rapidement qu'il nous semble qu'il y en a une multitude. Une seule particule donne forme à tout ce que nous considérons comme l'ensemble de l'univers. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, cette théorie n'a pas trouvé beaucoup de partisans, mais le plus amusant, c'est qu'en raison du principe d'identité des électrons, de l'impossibilité de distinguer expérimentalement un électron d'un autre, il est impossible de la réfuter. Voilà le paradoxe. Mais revenons à la structure de l'atome et aux théories incroyables qu'elle engendre. Essayons de répondre à la question: qu'est-ce que la taille d'un objet? Bien que ce mot ait un sens courant et familier, en réalité, la notion de taille est assez mystérieuse et relative. Par exemple, le monde qui nous entoure est adapté à notre taille, car c'est nous qui l'avons construit. Mais avec les créations de la nature, tout est loin d'être aussi simple. Les montagnes nous paraissent immenses, les planètes sont tellement gigantesques qu'il est impossible de s'en rendre compte, tandis que les fourmis, ainsi que toutes les formes de vie, des plus petites aux formes microscopiques, nous semblent minuscules. Les fourmis se perçoivent-elles comme petites? Savent-elles qu'elles vivent parmi des géants? C'est peu probable, leur monde leur est aussi familier que le nôtre l'est pour nous. Mais comparé aux objets cosmiques, nous ne sommes même pas microscopiques, il s'agit de grandeurs encore plus petites.
Cette pensée donne la chair de poule. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas pour rien que le grand maître de l'horreur et de la science-fiction, Howard Phillips Lovecraft, a promu dans ses œuvres l'idée de l'insignifiance de l'humanité face à l'immensité du cosmos. Et c'est ici que nous arrivons à la question principale de notre vidéo. Et si notre univers pouvait tenir sur la pointe d'une aiguille? Et si le système solaire n'était qu'un atome, l'un des myriades d'atomes similaires présents dans la composition d'une autre matière? En partant de cette hypothèse, il est logique de supposer que dans ces atomes et particules qui composent notre existence à vous et à moi, des mondes entiers pourraient également être enfermés. Il s'avère donc, comme le disait un sage, que l'infini n'est vraiment pas une limite. Il semble bien que oui, notre réalité pourrait en effet d'exister à un niveau subatomique d'une toute autre réalité. De la même manière, des mondes entiers pourraient exister à notre propre niveau subatomique, et ainsi à l'infini, vers des échelles de plus en plus petites ou grandes. Ça paraît incroyable, mais explorer l'incroyable, c'est notre travail. Le plus intéressant, c'est qu'en observant l'univers que nous connaissons et les lois qui le régissent, on arrive facilement à la même conclusion. Tout commence par les plus petites particules, comme l'atome, et se termine par des corps célestes colossaux et des amas d'étoiles entiers. Tout, de votre déjeuner d'aujourd'hui à une exoplanète récemment découverte, est composé du même matériau de base. Le rêve du monde scientifique est de trouver la théorie du tout. La question de la relation entre le microcosme et le macrocosme est l'un des éléments les plus importants dans le développement de cette théorie. En réconciliant la mécanique quantique et la physique classique, des générations de jeunes scientifiques pourront peut-être comprendre la véritable nature de notre univers et même ce qui se trouve au-delà de ses limites. Après tout, même selon l'une des versions les plus populaires de la naissance de notre univers, il a commencé comme une singularité infiniment dense et pourtant minuscule. Puis, à partir de ce minuscule point, elle s'est étendue jusqu'aux limites connues. C'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, d'un tout petit point à quelque chose de bien plus grand. Vous trouvez aussi que cela correspond assez bien à ce que nous avons dit aujourd'hui sur le microcosme et le macrocosme, Oui, mais il y a une remarque importante. Un point n'est pas un atome. La singularité qui a donné naissance au Big Bang, malgré sa petite taille, contenait tout ce qui était nécessaire pour construire tout l'univers. On ne peut pas vraiment parler d'origine à partir d'un seul atome. Il existe aussi ce qu'on appelle la théorie des cordes, un excellent candidat au titre de théorie du tout. L'idée générale de cette théorie incroyablement complexe, qui a de nombreuses interprétations, est que l'atome n'est pas cet objet sphérique tel qu'on se le représente depuis l'école, mais plutôt des cordes ou quelque chose qui y ressemble beaucoup. Les relations entre ces cordes vibrantes incluent presque tout ce que la science connaît, les lois de la physique classique, y compris la gravité, ainsi que la mécanique quantique. Mais la théorie des cordes a aussi ses faiblesses. Si elle explique beaucoup de choses, elle achoppe par exemple sur la matière noire, un domaine où la théorie des cordes peine à rendre compte des phénomènes. Mais il ne faut pas être pessimiste. Les scientifiques travaillent depuis longtemps pour intégrer la théorie de la matière noire à la théorie des cordes. À la fin de l'année 2018, des scientifiques suédois ont publié une nouvelle version de la théorie des cordes, selon laquelle notre univers existerait à la frontière d'une bulle en expansion constante. Cette version rejette les 4 dimensions auxquelles nous sommes habitués, 3 spatiales et une temporelle, et propose de considérer tout notre univers comme de simples oscillations à la surface de cette bulle. Ce qui se passe à l'intérieur de la bulle ou à distance de celle-ci reste un mystère. Que pensez-vous de ces perspectives ? Nous ne sommes qu'une petite civilisation, un point dans un petit fragment de réalité situé à la surface d'une bulle qui elle-même pourrait faire partie de quelque chose de bien plus vaste. Peut-être que tout notre monde n'est qu'un proton ou un quark, juste une minuscule particule de la réalité. Pourquoi ne le ressentons-nous pas du tout ? Un atome qui fait partie de vos lunettes de soleil ressent-il qu'il n'est qu'un atome qui compose le plastique ? Mais est-il vraiment si important d'obtenir une réponse claire à cette question ? Après tout, nous devrions simplement être reconnaissants que notre immense maison commune, appelée l'univers, soit remplie de mystères aussi étonnants. Découvrir ces mystères est notre mission, et nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo.
Écrivez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Nous vivons une époque intéressante et dynamique. Ce fait a une fois de plus été prouvé par les Chinois qui ont lancé la station interplanétaire automatique Chang'e 4 pour étudier la face cachée de la Lune. Notre satellite a toujours suscité plus d'intérêt chez les terriens que tout autre corps céleste. Et voilà, l'heure H est arrivée. Désormais, l'humanité saura avec certitude ce qui se trouve sur la soi-disant face cachée de la Lune, qui d'ailleurs est éclairée par le Soleil tout autant que la face visible. Le module d'atterrissage Chang'e 4, nommé d'après la déesse lunaire du panthéon chinois, a décollé avec succès du cosmodrome de Xichang le 7 décembre 2018 à bord de la fusée Long March 3B. Le 3 janvier 2019, tôt le matin, après un voyage de 26 jours, Chang'e 4 a effectué un atterrissage en douceur sur la surface lunaire. La mission a commencé par un événement sensationnel. Peu de temps après, Chang'e 4 a envoyé sur Terre une série de superbes photos panoramiques de la Lune dans son aspect naturel. La voici, la galerie lunaire, et voici cette fameuse photo historique prise par le module stationnaire. Regardez de plus près maintenant, qu'est-ce que c'est? La roue du rover lunaire avant qu'il ne descende de la rampe. Et voici des images montrant comment le rover Yutu-2 descend prudemment dans la poussière lunaire. Regardez bien cette photo. On y voit le rover lunaire commencer à bouger. Une vidéo historique a également été réalisée, immortalisant le moment de l'atterrissage. Vous regardez ici un extrait de la vidéo de la caméra embarquée lors de l'alunissage. Le lien de la version complète est dans la description. Les premières images ont bouleversé le monde. On a découvert que la couleur de la poussière sur le satellite de la Terre était très différente de ce que l'on croyait. Selon les photos, les paysages lunaires évoquent plutôt un décor martien rouge. Le malentendu a ensuite été éclairci. La première image a été prise avec des caméras non calibrées, d'où cet effet aussi inhabituel. Cela s'explique relativement simplement. Si l'on règle différents paramètres de température de couleur sur l'équipement photo, les images peuvent avoir une teinte chaude ou froide. Prenons un exemple. Actuellement, l'appareil photo est réglé sur une température de 2500 Kelvin. Voyons ce que ça a donné au final. Essayons maintenant de prendre la même photo avec des paramètres de 10 000 Kelvin. L'effet est évident. Un même objet, un éclairage identique, mais il y a une différence radicale de couleur entre les images. On peut aussi ajuster la température en post-production. Par exemple, dans le programme Lightroom, cela ressemble à ceci. Comment savoir si l'appareil photo est correctement calibré? Par exemple, sur la photo de la mission Apollo 17, on remarque un marqueur spécial multicolore dans le cadre qui sert de repère. Sur la droite, on observe une zone orange du sol alors que le reste du paysage est dans des tons de gris. À côté, nous voyons une image avec un calibrage naturel. Photo du rover lunaire prise par la caméra TIT-Cam. Il est évident que la teinte rouge est absente. Voici une vue du module stationnaire prise depuis le rover. On note des teintes légèrement différentes car le rover lunaire utilise une caméra avec une calibration distincte. Mais surtout, nous avons le tout premier panorama complet à 360 degrés du site d'atterrissage. La version panorama est disponible en toute résolution dans la description, pour examiner en détail l'image en pleine échelle et apprécier la beauté austère de la Lune. Le site d'atterrissage de la station interplanétaire est l'ancien cratère d'impact Theodor von Karman. Il fait partie de la formation globale appelée le bassin pôle sud Aitken. C'est le plus grand cratère de la Lune et du système solaire. Ses dimensions sont de 2400 sur 2050 km. Et sa profondeur varie de 8 à 16 km. Avant d'alunir, Chang'e 4 a utilisé pour la première fois une technologie de préanalyse du terrain afin de déterminer l'emplacement d'atterrissage le plus approprié. Il convient de noter que le lancement de Chang'e 4 fait partie du programme lunaire chinois qui prévoit une étude progressive de notre satellite. La mission comprend 3 étapes. La deuxième étape intermédiaire vise à organiser des atterrissages en douceur de rover sur le satellite de la Terre. La réalisation de la dernière étape du programme est prévue pour 2020. Mais revenons à Yutu-2.
Quelques heures après l'alunissage, le rover chinois de 140 kg Lapin de Jade 2 est descendu sans encombre du module d'atterrissage et est entré paisiblement dans une hibernation d'une semaine. Pendant ce temps, la station Chang'e 4 a subi une longue épreuve du feu. La journée lunaire s'est révélée être une vraie fournaise. De quoi est équipé le rover lunaire pour accomplir efficacement sa mission ? Il est littéralement bourré d'équipements utiles. 4 caméras panoramiques, un géoradar pour sonder les couches de régolithes, un spectromètre infrarouge, un analyseur atomique calculant l'intensité de l'interaction du vent solaire avec la surface de la Lune. Tous les instruments ont été conçus par les meilleurs laboratoires d'ingénierie mondiaux. Par exemple, le radiomètre a été créé par des spécialistes allemands. Il aidera à mesurer le niveau de rayonnement auquel seront exposés les astronautes du futur. Le potentiel énergétique du rover lunaire est maintenu par une source atomique fonctionnant grâce à la désintégration du plutonium-238. Quelles sont les attentes des scientifiques envers le rover lunaire Yutu-2 ? Tout d'abord, il s'agit de prélever et d'étudier le sol lunaire. Les spécialistes espèrent en trouver sur la Lune des fragments de roches du manteau arrachés par des météorites. Cela éclairera la structure géologique de notre satellite. Le rover lunaire effectuera également des mesures des amplitudes de température entre le jour et la nuit et tentera de trouver de l'eau. En outre, la mission permettra de tester les capacités de communication spatiale à longue distance et de réaliser des observations radioastronomiques à basse fréquence. Sur la face cachée du satellite, les interférences terrestres ne menacent pas les instruments. Cela permettra d'éclairer la compréhension de la nature du rayonnement qui était présent dans l'univers au premier stade de son développement. Pour pouvoir capter les signaux de la station Chang'e 4 qui se trouve hors de la zone de visibilité directe, un satellite relais appelé Queqiao a été lancé, dont le nom se traduit littéralement par le pont d'épi. La sonde s'est placée en orbite au point de Lagrange, ce qui permet de la voir aussi bien depuis la Terre que depuis la Lune. Qu'a fait le petit Yutu-2 pendant ce temps ? Nous ne voulons pas vous décevoir, mais le rover lunaire dormait depuis longtemps. Après être sorti du mode d'hibernation le 10 janvier, Yutu-2 a passé 4 jours à faire des séances photos. Et le 14 janvier, avec l'arrivée de la rude nuit lunaire, l'appareil et le module d'atterrissage sont retombés dans un sommeil salvateur. En effet, dès que les rayons du soleil cessent d'éclairer la surface de notre satellite, la température ici chute jusqu'à moins 190 degrés. Le 29 janvier, le rover lunaire a enfin repris l'exécution de sa mission. L'expérience la plus importante, sans équivalent dans l'histoire de la cosmonautique, a été l'expérience biologique avec des plantes et des œufs d'insectes. À bord de la station, un conteneur simulant les conditions d'une biosphère artificielle a été installé. Dans la chambre à pression, en plus de la terre, de l'eau et de l'air, ont été placées des graines de pommes de terre, de colza, d'arabidopsis et de coton, ainsi que des œufs de drosophile et des levures. Le régulateur thermique maintient une température constante de plus 25 degrés Celsius dans le conteneur. Après l'alunissage de Chang'e 4, les graines ont aussitôt été arrosées. Et miracle, 12 jours plus tard, les caméras ont enregistré la germination du coton. C'est une avancée majeure, car rien de tel ne s'était jamais produit à la surface d'un autre corps céleste. Avec l'arrivée de la nuit lunaire, le mode de maintien a été désactivé et l'expérience s'est terminée. Mais le premier pas a été fait. Les recherches dans ce domaine seront élargies et complétées. Cela aidera à acquérir de l'expérience pour organiser de futures bases lunaires où il faudra créer des écosystèmes similaires. La mission a fait rayonner la Chine. Avant cela, aucun engin ne s'était posé sur la face cachée de la Lune. La mission du rover lunaire sera difficile. Le 27 février, l'agence Xinhua a annoncé que l'appareil avait rencontré ses premières difficultés liées au relief complexe de la surface lunaire. Malgré ses 6 roues maniables et sa base à traction intégrale, Yutu-2 a du mal à se déplacer, c'est pourquoi l'équipe est quelque peu perplexe et cherche des itinéraires acceptables pour le rover lunaire. Les obstacles sont inévitables, mais les organisateurs du vol savaient que la mission ne serait pas facile. Une chose est importante. L'étude détaillée de la face cachée du satellite terrestre n'a pas été entreprise pour découvrir des preuves d'un complot lunaire, mais dans le but de faciliter la vie des futurs colons qui se retrouveront dans un environnement étranger, agressif et extrême. Une nouvelle ère d'exploration spatiale et de préparation d'une mission habitée vers la Lune a commencé.
cela donne l'espoir que nos descendants pourront un jour voyager librement en vacances vers les planètes voisines. Avez-vous déjà remarqué cette étoile exceptionnellement brillante au-dessus de l'horizon le soir ? Si oui, il est tout à fait possible que vous vous soyez demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La réponse pourrait vous surprendre, car il ne s'agit pas du tout d'une étoile mais d'une planète. Non, vous avez bien entendu. Cet objet céleste n'est rien d'autre que la planète la plus proche de notre Terre, à savoir Vénus. Oui, celle-là même qui porte le nom de la déesse romaine de la beauté. À mon avis, les Romains se sont un peu emballés sur ce point. Il s'avère qu'on peut la voir simplement en sortant dehors. Et si vous aviez ne serait-ce qu'un petit télescope, en regardant Vénus avec ce télescope, vous verriez. Mais vous ne verriez rien du tout, car la planète est entourée d'une couche de nuages impénétrables. D'ailleurs, pendant longtemps, on a supposé que derrière ces nuages, la vie foisonnait tout comme sur Terre. Mais en 1970, la sonde Venera 7 s'est posée pour la première fois à la surface de la supposée beauté et ses caméras ont alors enregistré une image tout à fait différente. La première preuve que la planète n'était pas aussi accueillante qu'on aurait pu le penser, c'est le fait que l'appareil n'a survécu à la surface que pendant 20 minutes au maximum. Avant cela, il a transmis pendant 33 minutes des données sur l'atmosphère de Vénus vers la Terre. On peut, sans exagérer, qualifier Vénus de véritable succursale de l'enfer dans le système solaire. La température à sa surface peut atteindre 460 degrés Celsius. Mais cette planète surprend aussi par son accueil brûlant. Par exemple, Vénus ne possède pas de champ magnétique et elle tourne dans le sens opposé à la plupart des autres planètes. Son frère, malheureusement, est Uranus, allongé sur le côté. Mais ce n'est pas tout. Une rotation complète sur son propre axe prend 243 jours terrestres. Alors qu'une année ne dure que 225 jours terrestres, dans ces conditions, la durée totale du jour et de la nuit est de 117 jours terrestres complets. Là, on aurait largement le temps de bien dormir. De plus, la planète n'est accompagnée d'aucun satellite, bien qu'on suppose qu'il y en avait un auparavant. Où donc a disparu la lune vénusienne ? Elle n'a pas disparu nulle part. Elle est juste à côté. Selon les observations de nombreux astronomes, on peut conclure qu'autrefois Mercure était un satellite de Vénus. Aujourd'hui, les deux planètes sont seules et errantes. Mais les simples caractéristiques physiques d'un corps céleste n'attirent généralement pas le terrien moyen. Les humains adorent laisser libre cours à leur imagination et se projeter dans les conditions d'un monde étranger. À propos de ce dernier point, on peut en être certain. Le climat vénusien nous serait sans aucun doute mortel. Quoi qu'il en soit, pour avoir une idée de la planète, il faudra tout de même se référer aux faits officiels. Notre voisine brûlante est presque aussi grande que la Terre. 95% du diamètre de notre planète. Sa masse équivaut à 81% de celle de la Terre. Par conséquent, la gravité de cet objet est presque comparable à celle que nous ressentons chez nous. Donc, si un homme devait poser le pied sur sa surface en fusion, il ne ressentirait certainement pas la légèreté martienne. D'ailleurs, si Elon Musk décidait soudainement de forer un tunnel à travers Vénus, il ne vous faudrait pas plus de 3 à 4 jours pour le traverser. La pression atmosphérique sur Vénus est la même que celle que l'on trouve à 900 mètres de profondeur dans l'océan. Elle exerce une telle pression sur le dioxyde de carbone qu'il devient un fluide supercritique à double nature. C'est précisément cette pression naturelle monstrueuse qui a écrasé la sonde Venera 4 alors qu'elle se trouvait à 28 km au-dessus de la surface de la planète. Une situation similaire s'est produite à cause d'une erreur des concepteurs. La pression sur cette planète extrême atteint 93 atmosphères, un scénario inimaginable pour les concepteurs de l'appareil. Par la suite, lors de la conception et de l'équipement des sondes vénusiennes, ce paramètre est obligatoirement pris en compte. Nuages. Le monde de Vénus, c'est une chaleur infernale où le plomb fond facilement. Ajoutez à cela un effet de serre étouffant provoqué par une couche nuageuse incroyablement épaisse composée principalement de dioxyde de carbone et d'azote ainsi que des traces d'acide sulfurique. L'atmosphère de la planète a prise dans un ouragan mondial qui tourne sans arrêt depuis des millions d'années.
Les vitesses des vents au sommet des nuages atteignent 140 mètres par seconde, tandis qu'à la surface, le mouvement des masses d'air est pratiquement imperceptible. Sur Vénus, des orages éclatent et des pluies d'acide sulfurique tombent, mais elles ne rongent pas la croûte de l'astre, car elles s'évaporent avant de l'atteindre. Sur Terre, ce phénomène est appelé virga. De nombreuses sondes, passant à proximité ou se posant brièvement sur Vénus, nous ont permis de jeter un coup d'œil sur cet enfer. La surface de la planète est conventionnellement divisée en deux continents, la Terre d'Ishtar et la Terre d'Aphrodite. La sonde Magellan, ayant difficilement traversé les épais nuages impénétrables, a pu capturer des vues vénusiennes. Sur la photo, on peut distinguer des lits de rivières de lave, de nombreux anciens volcans, des centaines de cratères, une multitude de chaînes de montagnes, y compris la plus grande chaîne de Vénus, les montagnes Maxwell d'une hauteur d'environ 11 km. À titre de comparaison, le point le plus élevé sur Terre est le mont Everest, dont la hauteur est légèrement inférieure à 9 km. D'ailleurs, c'est l'endroit le plus froid de la planète. La température ici ne dépasse pas les 380 degrés et la pression atmosphérique au sommet est 2 fois plus basse qu'en bas. N'est-ce pas un lieu de villégiature comparé aux enfers en contrebas ? La sonde Venera 13 a offert aux terriens la première photographie panoramique en couleur de la planète, sur laquelle on peut voir des sols rouillés et granuleux ainsi que des fragments de roches basaltiques brun foncé qui, soit dit en passant, sont assez jeunes. Ils n'ont pas plus de 500 millions d'années. La sonde a passé le plus de temps sur la planète, 2 heures et 7 minutes transmettant des images intéressantes et même des sons inattendus, semblables à des grondements de tonnerre et à d'étranges claquements, jusqu'à ce que le climat impitoyable de Vénus interrompe la transmission. Mais la question principale qui intéresse la communauté terrestre est la suivante. Peut-on s'installer sur Vénus ? En d'autres termes, la terraformeur ? Ou bien coloniser notre voisine indomptée d'une autre manière. Essayons de comprendre. Il existe une nuance intéressante. L'atmosphère étendue de Vénus est composée de nombreuses couches dont les conditions diffèrent considérablement. Parmi celles-ci, la tropopause nous intéresse particulièrement. Selon les recherches des sondes, cette zone de 15 km se caractérise par des températures agréables allant de plus 20 à plus 37 degrés Celsius et une pression similaire à celle de la Terre. C'est précisément ici qu'il est prévu de créer une colonie volante composée d'immenses vaisseaux équipés de gigantesques ballons recouverts d'une couche protectrice de téflon et remplis d'air terrestre. Un écran naturel contre le rayonnement solaire est également présent à cet endroit. Vénus possède une couche d'ozone. Mais ce projet exotique n'est pas le seul. Il est également proposé d'installer des sortes de parasols au point de Lagrange entre le Soleil et Vénus, ce qui permettrait de réduire considérablement la température de la planète et de la rendre habitable. Pour enrichir la planète brûlante voisine en eau, il est prévu d'organiser un bombardement massif de sa surface avec des comètes et des astéroïdes. Cependant, pour cela, il faudrait soit un très grand nombre, soit quelques-uns de très grande taille. Ensuite, il est prévu d'introduire dans l'atmosphère vénusienne, en particulier dans la zone de la tropopause, des algues spécifiques pour leur reproduction ultérieure. En général, l'intérêt pour la colonisation de Vénus existe pour plusieurs raisons. D'abord, en termes de proximité, car c'est la planète la plus proche. L'objet attire également par sa similarité en termes de masse, de taille et de gravité. De plus, si ce n'était pas pour l'épaisse couche de nuages, la température à la surface de la planète ne serait pas aussi insupportable. Il y a très peu d'eau sur Vénus, et le niveau de rayonnement y est élevé à cause de l'absence de champs magnétiques et de la proximité du Soleil. Par conséquent, sa colonisation est une entreprise difficile et peu probable. Comme on dit, rêver et faire des plans ne fait de mal à personne. D'autant plus que la Terre cessera tôt ou tard d'exister. La recherche de la vie sur d'autres planètes est récemment devenue non seulement une tendance astronomique, mais une véritable idée fixe. À un certain moment, les scientifiques ont compris qu'il y avait énormément d'objets semblables à la Terre dans l'univers. C'est pourquoi notre foyer douillet a depuis longtemps perdu son exclusivité.
Progressivement, des notions telles qu'exoplanète et super-Terre sont entrées dans l'usage courant. Les premières sont des corps célestes situés près des étoiles et qui tournent autour d'elles. Les secondes sont d'énormes sphères rocheuses ayant une masse pouvant atteindre 10 fois celle de la Terre, mais qui n'atteignent pas la taille des géantes gazeuses. Cela signifie-t-il que la vie pourrait potentiellement se développer sur chacun de ces objets ? Théoriquement, oui, mais seulement si de nombreux éléments importants sont réunis. À l'heure actuelle, il existe un nombre incroyable de candidates au rang de planètes semblables à la Terre. Mais parmi elles, Kepler 452b se distingue particulièrement. Un monde étrange et très lointain. Le système de naines jaunes qui abrite cet objet cosmique se trouve à 1400 années-lumière du Soleil. Pourquoi les astronomes se sont-ils intéressés à cet objet ? Il s'avère que l'étoile autour de laquelle orbite Kepler 452b est pratiquement le sosie du Soleil et que cette planète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Sur cette base, les scientifiques ont commencé à formuler des hypothèses et à approfondir au maximum leurs recherches. Les médias ont même surnommé Kepler 452b la Terre numéro 2. Portons notre attention sur les caractéristiques physiques de l'objet recueillies par les astrophysiciens. On sait que l'exoplanète appartient à la catégorie des super-Terres. Kepler 452b est 60% plus grande et 5 fois plus massive que la Terre. Elle est plus âgée que notre planète d'1,5 milliard d'années, c'est pourquoi son étoile haute quittera la séquence principale plus rapidement que le Soleil, dans environ 3,5 milliards d'années. Si l'on traduit cette information dans un langage compréhensible, cela signifie que Kepler 452b deviendra un désert brûlé avant la Terre. En effet, son étoile deviendra relativement bientôt une énorme géante rouge, engloutissant les planètes qui gravitent autour d'elle. Mais comme un tel scénario ne se réalisera pas de sitôt à l'échelle de la vie humaine, rien ne nous empêche de considérer Kepler 452b comme un candidat probable à l'habitabilité et même à une éventuelle migration humaine. En ce qui concerne la colonisation, le premier obstacle auquel nous pourrions être confrontés est l'énorme distance qui nous sépare de la planète. Avec les capacités techniques actuelles, il faudrait voyager si longtemps pour atteindre la constellation du Cygne que personne n'y arriverait vivant. Pour mieux comprendre, il convient d'expliquer qu'actuellement, nos sondes mettent environ 9 ans pour atteindre Pluton. Si l'on devait atteindre Kepler 452b à la même vitesse, il faudrait partir aujourd'hui, avant même le petit déjeuner, et passer au moins 25 millions d'années en voyage. C'est un délai impensable, donc il n'est pas question d'envoyer des stations interplanétaires pour l'instant. Mais les astronomes continuent d'étudier la super-Terre dans la constellation du Cygne et de dresser des cartes primitives de sa surface. Qu'est-ce que nous verrions si nous atterrissions sur Kepler 452b en ce moment même ? Tout d'abord, on pense que la planète présente une forte activité volcanique et que le relief dominant est rocheux. La gravité ici est 2 fois plus forte que sur Terre, donc il serait difficile pour un humain de s'adapter à un tel poids supplémentaire. Mais avec le temps, une génération naîtrait, parfaitement adaptée à ce monde mystérieux. L'année sur cette planète est similaire à la nôtre et compte presque 385 jours. Si les forces de marée n'ont pas synchronisé l'objet avec l'étoile, il pourrait y avoir des changements de saison. La température est un facteur important qui détermine si la planète nous convient ou non. Ainsi, à la surface de Kepler 452b, elle est d'environ 2 degrés Celsius. Et qu'en est-il de la présence de vie sur Kepler 452b ? On sait que cet objet reçoit suffisamment d'énergie de son étoile pour permettre la photosynthèse, bien sûr, à condition qu'il y ait de la végétation. 2 éléments assombrissent cette perspective prometteuse. Une insolation 2 fois plus élevée que sur Terre et un possible effet de serre. S'il est présent, il y aura très probablement des conditions similaires à celles de Vénus, ce qui exclut totalement aussi bien l'apparition de la vie que la présence humaine sur la planète. Par conséquent, même une sonde ne pourra pas rester longtemps, survivre dans son atmosphère mortelle et supporter une pression folle.
Qu'il en soit ainsi ou non, cela reste à découvrir. Pour comprendre à quel point la planète ressemble à la Terre, des astrobiologistes, des planétologues, des chimistes et des astronomes ont créé un indice spécial. Ils l'appliquent aux planètes et aux lunes, en tenant compte de plusieurs indicateurs déterminants. La masse et la taille de l'objet, sa densité, la distance à l'étoile et la plage de température. Par exemple, notre Lune et Mercure ont assez peu de chances de rivaliser avec la Terre, car ils n'ont pas d'atmosphère et présentent des écarts de température inimaginables. Mais Kepler 452b occupe la 6e place de cette liste. Sa présence dans la zone habitable permet de supposer que la planète possède des océans, des rivières et des lacs. En d'autres termes, il y a de l'eau, base de la vie. Cependant, certains astrophysiciens supposent que le liquide s'évapore progressivement de la surface de Kepler 452b en raison du vieillissement de son étoile parente, qui augmente en taille et en luminosité. Malheureusement, l'incroyable éloignement de l'objet ne permet pas de tirer des conclusions plus précises. En plus de l'indice de similarité avec la Terre, un autre paramètre a été développé, lié à l'habitabilité d'un corps céleste. Ce tableau inclut également des corps du système solaire où Titan, le plus grand satellite de Saturne, occupe la première place avec un indice de 0,64. Ce titre honorifique a été attribué à cette lune en raison de la diversité des substances organiques et du soupçon de présence d'une activité microbienne. L'indice d'habitabilité planétaire pour Kepler 452b n'a pas encore été déterminé en raison d'un manque d'informations. Le PHI prend en compte le type de surface, le relief, la quantité d'énergie stellaire reçue. Tout cela est en ordre pour Kepler 452b, ainsi que la présence d'une atmosphère, d'un champ magnétique et d'eau. Concernant les 3 derniers paramètres, les scientifiques restent dans l'ignorance. Mais des observations attentives se poursuivent, et l'attention de la communauté scientifique envers la Terre 2 ne faiblit pas. On pense qu'une couche atmosphérique est présente sur cet astre, mais on ne sait pas dans quelle mesure elle est propice à l'apparition de la vie. Dans le tableau des planètes potentiellement habitables, Kepler 452b occupe la 8e place. Mais il ne faut pas s'imaginer des baleines à ventre blanc volant dans les airs, s'accrochant avec leurs nageoires à des lianes pourpres ou des gibbons extraterrestres joyeux mangeant des champignons ressemblant à des méduses. Tout est sans doute bien plus banal. J'aimerais croire qu'il existe une forme de vie bactérienne sur cette planète. Découvrir ces traces sera une véritable victoire. Alors que le monde attend des nouvelles de Kepler 452b, imaginons ensemble à quoi pourraient ressembler les conditions sur cette lointaine Terre. 2. Essayez de vous projeter mentalement sur cette planète et écrivez-nous vos suppositions. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Ainsi, nous saurons que la vidéo vous a plu et vous recevez en priorité les infos sur les mises à jour de notre chaîne. L'univers a-t-il des limites ? Est-il possible, en prenant place à bord d'un vaisseau spatial, de partir dans une direction et de voler jusqu'à atteindre l'extrême limite du macrocosme ? Peut-être que cela ressemblera à ce qu'on voit dans le film The Truman Show. Les astronautes vont simplement se heurter à un mur en carton avec des étoiles dessinées dessus. Les scientifiques ne pensent pas qu'il existe de frontières nettes à l'univers. En réalité, ce que nous voyons à travers des télescopes ultra puissants n'est qu'un macrocosme observable et ses limites approximatives se trouvent à environ 13 à 14 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire précisément là où, selon la théorie populaire, le Big Bang a eu lieu. Mais si nous avions la possibilité de regarder au-delà de cette limite, nous verrions probablement la même chose qu'aujourd'hui. Des galaxies, des superamas d'étoiles et les gueules insatiables des trous noirs. Cependant, tout le monde ne pense pas ainsi. Alors, par où devrions-nous commencer à chercher la limite du macrocosme ? Par un peu d'informations théoriques. En fait, pour un observateur extérieur, l'univers a préparé une surprise plutôt désagréable. Vous avez sûrement entendu dire que même notre propre Soleil, nous le voyons tel qu'il était il y a 8 minutes. D'ailleurs, même la personne assise en face de nous, nous l'observons légèrement dans le passé, telle qu'elle était et à quoi elle ressemblait il y a quelques nanosecondes. Il n'y a pas non plus d'exception pour les objets dans l'espace profond.
Par exemple, notre voisine la plus proche, la galaxie Andromède, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Par analogie, il est facile de deviner que la limite visible de l'univers n'est certainement pas observée en temps réel par nos astronomes. La lumière captée par les télescopes terrestres, en scrutant les profondeurs insondables, est aussi ancienne que l'univers lui-même. C'est effrayant, mais les objets dont les photons ont parcouru des millions d'années-lumière jusqu'à nous sont sûrement morts depuis longtemps. Autrement dit, à travers les oculaires de ces instruments coûteux, c'est une sorte de cimetière cosmique qui se dévoile. En tenant compte de cela, l'observateur devient, malgré lui, un voyageur dans le temps. Et cela ne contredit en rien la cosmologie du Big Bang. L'univers observable contient, selon des estimations très approximatives, environ 500 milliards de galaxies. Cette région visible est appelée la métagalaxie. Son diamètre est de 93 milliards d'années-lumière et elle n'est pas statique. Et d'après le décalage vers le rouge, elle s'étend indéfiniment. Alors, l'univers a-t-il une limite? Et qu'y a-t-il au-delà de l'horizon cosmologique? Nous avons l'habitude que tout ait des frontières, des contours et des limites. Cependant, rappelons-nous à quoi ressemble un beignet ou, en termes géométriques, un tore, et regardons aussi un ballon de basket. Qui peut dire où ils commencent et où ils finissent? Et ces objets ont-ils des frontières? Ils ont des contours? Oui, mais pas de limites. Autrement dit, si l'univers a la forme d'un beignet ou d'une sphère, alors, en partant maintenant du point A vers la limite mythique du macrocosme, après un temps immense, nous reviendrons au point de départ. Et maintenant, il est temps de faire une expérience de pensée, qui a été le mieux décrite par l'astronome David Kipping. Supposons que l'humanité ait réussi à construire un immense vaisseau spatial doté de suffisamment de ressources et de capacités pour partir vers le bord de l'univers. Son équipage n'a pas peur des vitesses incroyables, des milliards d'années passées dans l'espace, ni des collisions qui pourraient être fatales, même après avoir rencontré des particules de poussière microscopiques. Supposons aussi que l'appareil se déplace avec une accélération constante de 10 mètres par seconde carrée. Il est évident qu'à chaque instant suivant, le vaisseau ira 10 mètres par seconde plus vite et finira par atteindre des vitesses incroyables. Si une telle vitesse était possible, il atteindrait la Lune en 2h30, la navette atteindrait Neptune en 11 jours et continuerait à accélérer, s'approchant sûrement de la vitesse de la lumière. Il convient de noter que rien ne peut empêcher notre immense vaisseau d'accélérer indéfiniment. Il ne pourra pas non plus atteindre la vitesse de la lumière comme les particules du grand collisionneur de Hadron. Toute une série de lois l'en empêche. Mais il est tout à fait possible de s'approcher de très près du chiffre de 299 792 458 mètres par seconde. Les effets des anomalies temporelles commenceront alors à se manifester. Et la première loi de la théorie spéciale de la relativité stipule que plus la vitesse d'un objet est élevée, plus le temps s'écoule lentement. Mais pour l'équipage, le temps s'écoulera conformément à l'horloge de la salle commune. Et ils ne remarqueront rien d'inhabituel à part le temps qui s'accélère à l'extérieur. Simultanément, un observateur extérieur pensera que le vaisseau n'accélère plus et que l'équipage agit lentement comme des tortues. On pense que ce même paradoxe peut être observé par quelqu'un qui regarde un objet ayant atteint l'horizon des événements d'un trou noir. Le ralentissement du temps le plus notable commence après avoir atteint 90 à 95% de la vitesse de la lumière. Mais si l'on met de côté les calculs ennuyeux, le fait demeure. Même dans un tel scénario, les astronautes ne verraient aucune frontière de l'univers, car la vitesse d'expansion de l'univers reste bien supérieure et il est impossible de la rattraper. Cependant, il s'avère que des restrictions strictes n'existent pas pour tout le monde. L'idée des vitesses possibles dans le vide nous a été illustrée de manière inattendue par la particule Oh My God. Cela s'est produit en 1991. Elle a littéralement surgi sur les écrans du détecteur FlySci comme un éclair instantané. La particule se déplaçait des millions de fois plus vite que les bosons dans le collisionneur de Hadron. Naturellement, les scientifiques n'ont eu d'autre choix que d'invoquer Dieu comme témoin et de nommer la particule en conséquence. Par son apparition soudaine, elle a défié de nombreux principes fondamentaux et limites auxquels les physiciens croyaient jusque-là fermement. Il est évident qu'à la suite de cet événement mentionné, de nombreuses questions ont surgi, dont la principale était la suivante: qu'est-ce qui a bien pu donner une accélération aussi monstrueuse à cette particule? Beaucoup sont arrivés à la conclusion qu'il pouvait s'agir de la désintégration d'un objet incroyablement massif ou d'un trou noir supermassif.
Certains ont même avancé l'hypothèse que des averses de particules d'une énergie aussi élevée pourraient provoquer des modifications irréversibles dans les chaînes de l'ADN humain. Mais quoi qu'il en soit, l'univers lui-même nous a lancé un défi et nous a donné matière à réflexion, en démontrant qu'il n'y a presque rien d'impossible dans son espace. D'ailleurs, par analogie avec notre vaisseau imaginaire parti vers les frontières du macrocosme, le temps pour la particule, oh my god, s'est ralenti 300 milliards de fois. Autrement dit, il s'est pratiquement arrêté, même si pour un observateur extérieur, tout était resté comme avant. De même, le temps pour les voyageurs de notre navette s'écoulerait à un rythme normal. D'après leurs sensations, le voyage aurait duré quelques dizaines d'années, mais pour les observateurs extérieurs, plusieurs millions d'années se seraient écoulées. On ne sait même pas ce qu'il resterait de notre planète après une période aussi monstrueuse. Lorsque 200 ans seront passés pour l'équipage, il se sera peut-être écoulé assez de temps dans l'univers pour que la mort thermique de l'univers soit déjà arrivée. Autrement dit, la navette restera le seul objet dans l'obscurité totale. Le temps lui-même disparaîtra, car il n'y aura plus rien avec quoi comparer l'horloge du vaisseau. En effet, il ne restera plus ni la Terre, ni la Voie lactée, ni Andromède, ni le grand mur de Sloan, ou celui d'Hercule Couronne boréale, ni aucune autre structure à grande échelle. Il ne restera que le silence mortel et le vide sans fin. Mais il est inutile que les astronautes du vaisseau s'inquiètent de leur retour sur Terre. Dès que la limite de 8 300 000 années-lumière sera franchie, le retour en arrière deviendra impossible pour les courageux voyageurs. En effet, à cause de l'expansion du tissu de l'univers, tous les liens de cause à effet avec le système solaire seront complètement rompus. Voilà une réalité bien triste. C'est confus et incompréhensible? Vous n'êtes pas seul. Même les physiciens chevronnés ne comprennent pas entièrement les processus quantiques et les effets hallucinants de la relativité restreinte. Mais revenons aux frontières de l'univers. Est-ce qu'elles existent vraiment? Il est fort probable que l'univers ait une limite, mais ce n'est pas une limite spatiale, c'est une limite temporelle. Surprenant, n'est-ce pas? D'ailleurs, la question des limites du macrocosme se posait déjà dans les siècles passés. Rappelons-nous la gravure de Flammarion. On y voit un missionnaire qui a atteint le bord de la Terre et qui observe avec fascination la structure de l'univers. De la même manière que les gens font depuis des siècles des suppositions sur l'apparence possible de nos voisins extraterrestres. En utilisant pleinement le chauvinisme anthropologique et en attribuant à d'autres formes de vie des qualités et une apparence humaine, il en va de même pour les frontières de l'univers. Nous avons envie de la toucher ou au moins de voir quelque chose qui ressemble à un mur, mais il est peu probable que nous la trouvions un jour. Vous savez où elle se trouve? Cette fameuse frontière recherchée de l'univers. Elle était là où le temps a disparu. Et si le temps est mort, alors le macrocosme a aussi pris fin. Ce n'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais il est fort probable qu'elle soit très proche de la réalité. Il est probable que l'univers n'existe que dans l'intervalle entre le Big Bang et le grand effondrement, ni plus ni moins. La mécanique de la singularité est un grand mystère de l'astrophysique. Et cela n'a rien d'étonnant car personne ne comprend les liens de cause à effet de ce phénomène. En réalité, Kip Thorne, le créateur du légendaire Interstellar, décrit la mécanique de la singularité dans l'un de ses livres. Entre autres choses, il invite à ne pas s'éloigner mentalement vers les confins de l'univers, mais à prêter attention aux trous noirs. Il affirme que c'est précisément là que réside le mystère des points de singularité où, selon Kip Thorne, l'espace et le temps disparaissent. Ce n'est pas tout le monde qui admet que le temps est une frontière semblable à celle de l'univers. Certains cherchent encore les frontières physiques de notre monde et imaginent ce qui pourrait se trouver au-delà. Par exemple, les partisans d'un macrocosme limité pensent qu'au-delà de ces frontières se cachent des objets hypothétiques hors de la métagalaxie où d'autres constantes fondamentales s'appliquent. Mais tout cela reste des hypothèses liées aux problèmes non résolus de l'astrophysique moderne. Pour résumer ce qui a été dit précédemment, on peut conclure que la question des limites de l'univers ressemble beaucoup aux questions rhétoriques sur le sens de la vie ou sur ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule. Mais après avoir étudié le sujet en profondeur, il semble tout de même que les théories temporelles sur les frontières du macrocosme soient les plus proches de la vérité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous attendons vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous reviendrons très bientôt à l'antenne. Dès que nous aurons voyagé jusqu'aux confins de l'univers,